Bonjour à toutes et à tous et je vous souhaite la bienvenue pour cette newsletter mensuelle d'informations sur les marchés financiers où je vous livre, comme chaque mois, mon analyse personnelle des marchés boursiers. La question que l'on peut se poser maintenant, nous sommes en octobre 2021, nous avons eu 7 mois de hausse d'affilée, un mois de baisse en septembre, là pour l'instant le mois d'octobre est haussier. Sommes-nous à la fin de cette bulle financière qui en fait est présente depuis maintenant plus de 10 ans, largement plus de 10 ans, avec une petite pause lors de l'épisode Covid. Quels sont les éléments qui pourraient laisser penser que c'est la fin de la bulle? Sommes-nous, comme j'ai pu l'exprimer, vers un mouvement lent de distribution des initiés, ou alors est-ce qu'en fait nous allons repartir? Alors donc je vais exposer tout cela dans cette newsletter. Je parlerai également un petit peu d'Orpea, bon l'actualité, de manière générale, et bien entendu ma conclusion, mes objectifs sur le CAC 40. Donc il reste 3 mois. Je ferai comme d'habitude en décembre une newsletter de prévision pour l'année 2022 et en début d'année 2022, je fournirai ma performance annuelle, comme tous les ans, comme je l'ai fait en 2019. Et comme je l'ai fait l'année dernière, une vidéo bien entendu que je vous recommande, la vidéo dans la playlist Bourse Trading Fondamentaux, la vérité sur le trading. Voilà, où je vous montre tout en fait et je vous explique certaines choses fondamentales que vous devez connaître lorsque vous êtes trader. Alors avant de commencer par Evergrande, qu'est-ce qui se passe avec Evergrande? Je vous montre, si vous me le permettez mes chers auditeurs, ce graphique sur la psychologie du petit porteur. Voilà, je vous laisse regarder ce graphique. Je vous montre ce graphique et je vous encourage à en faire une copie qui est très caractéristique des bulles boursières et qui explique, entre autres, pour quelles raisons 95% des traders, et notamment particuliers, perdent leur capital, pas forcément en 6 mois. Voilà. La raison est très simple, c'est qu'ils écoutent les autres, ils écoutent la presse, ils écoutent les analystes, ils écoutent les influenceurs. Et là, je vais vous le montrer effectivement à travers Evergrande, mais aussi l'inflation. Donc les raisons qui pourraient laisser supposer que c'est la fin de la bulle. On va toujours vous expliquer que ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, qu'il faut continuer à acheter. Également les autorités gouvernementales. Voilà. Ou mondiales, comme le FMI par exemple. Et c'est vrai que donc j'attire votre attention sur le fait que donc Jesse Livermore, qui est considéré comme le meilleur, disait bien de ne surtout pas écouter la presse. Puisque, qu'est-ce qui se passe actuellement? J'ai eu l'occasion d'en parler régulièrement lors de mes précédentes newsletters. Nous sommes sur une bulle, c'est-à-dire qu'en fait, les actifs, qu'est-ce que c'est une bulle? Sont extrêmement valorisés, d'accord? Sont extrêmement chers par rapport, par rapport à leur chiffre d'affaires ou leurs bénéfices, etc. Et surtout, on le voit au niveau graphique où ce sont des hausses interminables avec des consolidations très faibles, voire une absence de consolidation. Voilà, c'est ça une bulle boursière. Et bien sûr, l'aspect technique est très important. C'est aussi la raison pour laquelle les particuliers perdent leur argent parce qu'ils négligent l'analyse technique ou ils ne travaillent pas suffisamment l'analyse technique. Donc pourquoi cette bulle? Puisque c'est très simple. C'est très simple. Les initiés, ce qu'ils veulent, c'est que la réserve fédérale, en fait, les réserves fédérales soutiennent les marchés boursiers coûte que coûte. C'est cette raison pour laquelle ils négligent la macroéconomie.
et que nous sommes dans cet état donc des bourses qui est très bien. Hein, ça monte, c'est bien, c'est sûr. Celui qui a acheté Tesla à 100 dollars, il est content. Un océan de liquidité qui explique que voilà, la Fed est là, donc peu importe ce qui se passe, les marchés continuent à monter et on va vous encourager à rentrer sur ce marché et à soutenir ce marché par des discours qui ne reflètent pas la réalité. Voilà. Donc ce graphique est très important, surtout si voilà, vous êtes nouveau, vous n'étiez pas là avant le Covid, et surtout vous n'étiez pas là, je dirais, avant également 2018. Sur ce graphique, vous voyez qu'en fait les particuliers, au final, se font avoir, sont les dindons. Voilà, on l'entend régulièrement. Et c'est vrai qu'avec ce qui s'annonce, si vous suivez mes newsletters, et bien sûr je vous encourage, si vous êtes sur mon groupe Facebook, et bien voilà, vous échapperez, vous aurez plus de chances déjà d'échapper à tout cela, à vous faire piéger. Et finalement, vous échapperez à, je dirais, un inconfort psychologique provoqué par la perte de votre capital et sans trop comprendre pourquoi, parce que voilà, j'ai écouté les journaux, tout se passait bien, puis là tout s'est écroulé, je ne comprends pas trop ce qui m'est arrivé. Et bien sûr, vous ne comprendrez surtout pas du tout si vous n'attachez aucune importance à l'analyse technique ou si vous n'avez pas travaillé l'analyse technique. Alors le premier élément qui pourrait siffler la fin de la récré, c'est Evergrande, le géant de l'immobilier chinois qui a 260 milliards d'euros de dette. Voilà. Alors c'est vrai que 260 milliards d'euros, ça commence à faire un bon petit paquet. Donc il n'arrive pas déjà à honorer les intérêts des obligations. Voilà. Alors, si vous voulez, ce problème-là de dette colossale au niveau de l'immobilier chinois, on le retrouve sur également deux autres entreprises plus petites, Cynic et Fantasia, ils en ont aussi parlé, qui n'arrivent pas aussi à honorer leurs dettes. Donc la Chine se prépare à une faillite de ce géant. Il y a vraiment un risque de crise de liquidité, bien évidemment, et un risque systémique, une répercussion mondiale comme Lehman Brothers. Là c'est différent, bon c'est autre chose, c'est l'immobilier, c'est pas une banque d'affaires. Donc comme en 2008, vraiment là il y a un risque systémique parce que 260 milliards d'euros ce n'est pas rien et surtout cela représente, l'immobilier représente 30% du PIB chinois. C'est quand même très important. Autant la consommation aux États-Unis c'est 2 tiers du PIB. L'immobilier en Chine, c'est 30%. C'est énorme. Voilà. Donc déjà le problème sur Evergrande, après vous voyez que d'autres acteurs sont en difficulté. Alors bien évidemment, on vous explique, Madame Lagarde vous explique que l'exposition à la zone euro est limitée. Monsieur Powell dit également la même chose pour les États-Unis, que les grandes banques chinoises, alors c'est vrai que bon, comme il peut le savoir, il n'est pas chinois, que les grandes banques chinoises, que l'exposition des grandes banques chinoises est limitée, que le risque de contagion mondiale est limité, en fait que c'est très spécifique à la Chine. Alors vous imaginez un acteur qui est endetté à 260 milliards d'euros, voilà. Cela représente 30% de la richesse nationale de la Chine, soit la deuxième puissance économique mondiale. Même sous certains aspects, la Chine est devenue la première puissance économique mondiale, mais non. Le risque de contagion est limité et c'est très spécifique à la Chine. Voilà. Bon. Après, il y a un responsable de la Banque populaire de Chine, là récemment, qui a expliqué que le risque pour les institutions financières est maîtrisable et de toute façon que leur exposition n'est pas très importante. Bon, il parle aussi également des prix et la production, mais ça je vais en parler après, de l'inflation, des prix et la production, bien évidemment de toute cette inflation là qui commence à, je dirais, à prendre son envol
ainsi que le risque de stagflation. Ça, je vais expliquer tout ça, ce que c'est, la stagflation. Voilà. Donc en fait, c'est maîtrisable, c'est pas très important, tout se passe bien, tout va bien, ce n'est pas grave. Mais la réalité, c'est que non, il y a un risque, bien sûr, assez important. Alors, avec la baisse que nous avons eue sur les marchés financiers, voilà, donc là, c'est toujours pareil, c'est ce système de prétexte, ça je l'explique bien dans mes newsletters, où là, voilà, ça baisse, donc on va vous dire qu'Evergrande, on va vous parler d'Evergrande, et puis d'un seul coup, on vous parle plus d'Evergrande, voilà, là on n'en parle plus d'Evergrande, voilà, c'est comme le Covid, on vous parlait du Covid, là on parle plus du Covid, etc. Vous voyez ce que je veux dire, c'est suivant le moment, on va vous mettre un peu la tête sous l'eau, ah oui, mais c'est parce qu'il y a ce problème-là, mais après on n'en entend plus parler, et puis ça revient, enfin voilà. Vous voyez bien qu'il y a un problème au niveau de l'information, et je vous renvoie notamment sur ma dernière newsletter de septembre où je parle de la dissonance cognitive. Voilà, ça c'est quand même très important d'être conscient de ce phénomène, donc qui est opéré par les médias, effectivement, donc vous êtes complètement perdu. Ça effectivement, c'est très important, donc je vous recommande cette newsletter. Alors il y a également le problème de la dette des USA, qui est quand même à 28 000 milliards de dollars, ça commence à faire, donc l'histoire du plafond de la dette, alors voilà, ça ils avaient fait déjà le coup, hein. Donc oui, risque de faillite sur les USA, donc vous imaginez les répercussions sur les marchés financiers, mais voilà, bon, ils ont trouvé une solution, ils ont suspendu le plafond de la dette jusqu'au 3 décembre, et puis ils vont trouver une solution, donc voilà, vous voyez, là il y a une baisse. Allez, on agite le chiffon de la dette, du plafond de la dette. Effectivement, c'est très grave. S'il n'y a rien de fait, les USA sont en faillite. Vous imaginez les répercussions, voilà. Donc toujours une série de prétextes. Hop, puis après, hop, ça disparaît. Alors là, vous voyez que les marchés repartent puisque les résultats du troisième trimestre, notamment des banques américaines et d'Alcoa, qui a fait d'énormes bénéfices, ont bien surpris le marché, donc la bourse repart et on oublie le reste. Alors déjà, ça j'en avais parlé, c'est quelque chose qui est présent, c'est-à-dire qu'en fait ce sont les résultats, ça vient de tomber. Hein. Normalement la bourse anticipe, mais ça je l'avais expliqué dans une newsletter, maintenant la bourse n'anticipe plus. Voilà. Là, hop, ça y est, ah oui, il y a de bons résultats, donc on oublie Evergrande, hein, on oublie la dette des USA, donc il faudra régler le problème d'ici le 3 décembre. Et l'inflation, très importante, ça je vais y venir après, pour se focaliser sur quelque chose qui est déjà connu. Voilà. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est très simple, je vais vous le dire. Pour quelle raison? Eh bien, c'est que cette politique des banques centrales d'inondation de liquidités des marchés financiers, qui reste principalement cet argent virtuel sur les marchés financiers, favorise un minimum de personnes, ce qu'on appelle les ultra riches, hein, les ultra riches. Alors attention, il n'y a pas de message politique là-dedans, hein. Je ne fais que vous expliquer ce qu'est le marché et ce qu'il se passe. Donc, ce qui est bien sûr important pour ces personnes-là, c'est que la Fed continue à distribuer des milliards, peu importe ce qui se passe dans l'économie, parce que ça leur rapporte beaucoup plus d'argent. Au bout d'un moment, ça ne veut plus rien dire, parce qu'ils ont déjà énormément d'argent. Mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire, en fait, hein. Donc il y a de l'argent, on achète. Hein. Et voilà, donc là, on se raccroche aux résultats qui viennent de tomber, alors que bon, je dirais l'avenir apparaît plutôt sombre, mais ça c'est comme ça, je vais vous l'expliquer, c'est comme ça depuis un moment, hein. Ça fait longtemps que c'est comme ça, la négligence des mauvaises nouvelles. Et je dirais, on encense la plus mauvaise, la petite bonne nouvelle. Donc négligence des mauvaises nouvelles. Et ça veut dire que le marché est fortement haussier, et reste haussier, et risque de continuer à monter. Mais ça, j'y viendrai lors de la conclusion, parce qu'on va quand même parler de l'inflation. Et donc cela explique pourquoi maintenant le délit d'initié n'existe plus, puisque vous avez vu que M. Kaplan, M. Rosengren de la Réserve fédérale ont démissionné, puisqu'on a découvert qu'ils avaient fait de généreux bénéfices sur les marchés financiers en étant membre de la Réserve fédérale. Et M. Clarida, également le vice-président de la Réserve fédérale américaine, qui avait déplacé entre 1 million et 5 millions d'obligations pour l'investir en actions juste avant un communiqué de la Fed
Donc il allait expliquer donc qu'ils allaient intervenir donc par des rachats, effectuer des achats d'actifs donc pour contrer cette pandémie, voilà, la pandémie du coronavirus. Donc ça c'est clairement un délit d'initié, mais non. Voilà, Roselyne et Kaplan ont démissionné. Bon, Clarida, je ne sais pas trop où ça en est, cette histoire. Mais là, c'est un délit d'initié, c'est clair. Cela profite à ces initiés, donc qui s'enrichissent toujours plus avec la crise. Mais non, voilà, vous êtes... vous faites partie de la réserve fédérale et vous pouvez acheter les actions, et voilà, tout en sachant que effectivement ça va monter, puisque il va y avoir la politique adéquate. L'autre risque non négligeable pour les marchés financiers, c'est bien entendu la flambée de l'inflation, que ce soit en France, aux États-Unis, en Allemagne, au Brésil, en zone euro, c'est minimum au plus haut depuis 10 ans. Voilà. Donc une flambée des matières premières, du pétrole, l'aluminium au plus haut depuis 2008. Donc les prix à la pompe flambent, l'électricité va flamber, le gaz va flamber, enfin tout va monter bien évidemment. Il va y avoir également une répercussion sur les denrées alimentaires. Donc nous sommes vraiment dans une, je dirais, montée inflationniste due bien évidemment par cet océan de liquidités qui a été déversé sur les marchés financiers par les banques centrales. Alors bien entendu, alors on vous disait il y a quelques mois, cela sera transitoire, c'est pas très grave. Là on commence à vous dire que ça va durer. Mais le message, en gros, c'est le pic, ça sera à la fin de l'année ou à l'automne, et qu'après, ça ne devrait pas trop monter, voilà. Et qu'en 2022, ça devrait se stabiliser, voilà. C'est un peu comme Evergrande. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, il n'y a pas de risque systémique. Là, en gros, on vous dit d'un coup de baguette magique ou en claquant des doigts, le pic aura lieu cet automne. Nous y sommes à l'automne, là, on est mi-octobre. Hein. Voilà, donc ça effectivement c'est très inquiétant puisque le risque c'est la stagflation. Voilà, la stagflation. Parce que si vous voulez, les salaires n'augmentent pas, donc le pouvoir d'achat qui n'est, en tout cas pour la France, pas bien élevé, il y a beaucoup de ménages quand même qui sont en difficulté, le pouvoir d'achat diminue, les prix flambent et donc voilà, il n'y a pas de croissance économique. Et donc, que vont faire les banques centrales ? Alors les banques centrales, ça va être donc le tapering, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter progressivement leur rachat d'actifs. Donc les États-Unis rachètent pour le moment 120 milliards de dollars par mois d'actifs. Donc là, ils pensent, M. Powell en a parlé, démarrer le tapering en novembre ou en décembre de 15 milliards par mois, c'est ce qui se dit. Donc la fin du tapering aura lieu mi-juillet ou mi-août, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de rachat d'actifs par les banques centrales. Bon, après, voilà, ça, ce sont les prévisions. Et puis, remonter les taux dès 2022. Alors ça fait pas plaisir au marché, parce que voilà, le marché, il aime toujours plus le liquide, pour que le capital, il grossisse encore plus. Il est déjà bien gros, mais voilà, etc. Donc, plus de limites. Mais voilà la politique. Pour empêcher cette poussée inflationniste, il faut remonter les taux d'intérêt. Et le problème, c'est la dette. Voilà. Et si les salaires n'augmentent pas, entre autres, on va prendre le cas de la France, c'est parce que la dette est très élevée, 130% du PIB, ça commence à faire pas mal, surtout que la dette est détenue majoritairement par des étrangers, donc ça c'est pas très bon, contrairement au Japon, la dette est détenue par les Japonais. Donc le taux, les charges imposées par le gouvernement, ou les gouvernements successifs, hein, c'est pas nouveau, sont très élevés, énormément de charges. Voilà. Donc forcément, ça limite les embauches, etc. Et ça limite la hausse des salaires. Donc c'est un peu très compliqué, puisque si on monte les taux d'intérêt, il faut être assez rapide quand même, ça risque d'augmenter le niveau de la dette. Donc nous sommes dans une situation ultra délicate. Et bien sûr, on vous dit que ce n'est pas grave, que ça va s'arranger. Alors, on le voit sur les prêts à la production, voilà, tout ça, ça suit. Hein. 9,5% en Chine au plus haut depuis 13 ans. Alors le responsable de la Banque populaire de Chine, il vous dit que voilà, c'est pareil, ça va, le pic aura lieu à la fin de l'année, qu'après ça va se normaliser. Tout ça, ça va rentrer dans l'ordre comme ça, d'un coup de baguette magique. Et cette flambée se retrouve également aux USA.
Et il y a une répercussion, bien sûr, sur les statistiques. Alors, comme dit M. Powell, le plein emploi n'est pas au rendez-vous, effectivement. On a vu le dernier NFP, qui est la statistique la plus importante aux États-Unis. Donc, c'était vraiment nettement inférieur aux attentes. Donc là, à une autre époque, ça je le dis encore une fois, on aurait pris une sévère correction. Mais là, non, voilà, ça baissait un petit peu après ce revenu. Surtout que là, on vous dit, allez, les ventes au détail sont supérieures aux attentes. Donc là, ça remonte. Vous voyez ce que je vous dis? Des stats quand même, le moral des investisseurs, des consommateurs qui sont mauvaises dans l'ensemble, on le voit notamment en Allemagne. En Chine, les PMI manufacturiers qui sont inférieurs à 50, donc c'est, je dirais, un phénomène récessif, dû à leur problème de coupure d'électricité, difficulté d'approvisionnement, les pénuries, la hausse des matières premières. Voilà, donc tout ça, ça crée un malaise économique, bon, qui est là depuis un certain temps, mais qui là est vraiment effectif avec cette flambée inflationniste. Mais non, la moindre petite statistique, bon, les résultats ils sont bons, on va maintenir les marchés à un niveau élevé. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, tout cela sera temporaire. On verra bien. On va le savoir rapidement. Voilà, déjà ce qui va se passer là à la fin de l'année et en début d'année. Moi je ne suis pas trop convaincu. Voilà, c'est un peu comme Evergrande. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, continuez à acheter ce marché. Mais surtout pensez à regarder le graphique, à le copier là. Le graphique que je vous ai mis en début de newsletter. Voilà. Bon maintenant, la conclusion de cette newsletter, je parle un petit peu d'Orpea. Et voilà comment je vois le CAC là, dans les semaines à venir. Donc j'avais donné déjà, je vous ai dit, entre 6000 et 5008 pour moi d'ici la fin de l'année. On va toucher au moins les 6000. Là on repart un petit peu, donc je vous dis ça tout de suite. Avant de conclure cette analyse financière et donner mon point de vue sur le CAC 40, je vais parler d'un titre bien aimé des petits porteurs, Orpea. Voilà une valeur bon père de famille, comme on dit. Comme Air Liquide par exemple, qui a été récemment attaqué, et une chute surtout très rapide, à 15h30 exactement, je ne me souviens plus du jour, je ne l'ai pas relevé, d'une dizaine de pourcents. Alors c'est quand même Orpea, vous voyez, c'est un titre quand même très liquide. Ce qui est surprenant, c'est que la news, plus une heure. Et dans ce coup là, alors ça aurait pu être à 10h, à 1h30, comme je disais sur mon groupe Facebook. Là c'était à 15h30. Donc un titre, bon père de famille qui est attaqué suite à un problème de perquisition qui date du mois de mars. Alors, c'est pareil, ça sort maintenant. Alors, ce qui est important dans cette histoire d'Orpea, ce sont les algorithmes. La mainmise des algorithmes sur les marchés financiers, et qui font que c'est de plus en plus difficile pour les investisseurs lambda, les petits porteurs lambda, de faire des gains réguliers et de durée sur les marchés financiers, puisque ces algorithmes permettent des opérations très 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 rapides, avec des volumes très importants. Donc un accroissement de la volatilité dû à cette intelligence artificielle, et ça je l'avais remarqué déjà il y a bien longtemps. Donc ça a commencé avec les titres d'Alternex, vous voyez, où il y a donc un faible flottant, des titres liquides, pas très liquides, où on a vu des variations très importantes, 15%, 30% à la hausse ou à la baisse. Alors maintenant ça peut être beaucoup plus, d'accord. Et après ça a été progressivement les compartiments avec des sociétés à capitalisation beaucoup plus élevée. Et maintenant, les algorithmes peuvent attaquer n'importe quelle valeur. On l'a vu avec Ubisoft il y a quelques mois, quand il était tombé à 38 très très rapidement, une chute énorme. Ils avaient fait ça avec Remco Intro aussi. Enfin voilà. Donc ça, je l'avais prévu effectivement que on essaie toujours de perfectionner l'algorithme. Et donc voilà, on peut attaquer maintenant n'importe quel titre. Voilà, même un titre. Tout va bien. Tout va bien, puis d'un seul coup, voilà, on est à moins de 10. Alors, ce que je veux dire, c'est que cette volatilité accrue, mais avec des périodes, justement, où parfois, ce n'est pas le cas actuellement, il ne se passe pas grand-chose. Donc, c'est vraiment les gros portefeuilles
tirent leur épingle du jeu, puisque on prend 1% et demi, on sort, vous ne pouvez pas, puisque souvent ça ne va pas couvrir votre commission. Alors si vous avez 10 000 euros, vous mettez 2 000 euros sur Orpea, qui est une très belle valeur, mais le problème c'est que voilà, c'est 20% de votre capital. Si vous êtes à 200 euros de perte latente, vous allez couper parce que c'est 1% de votre capital. Voilà. Donc ça va être très 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 compliqué de se positionner, vous allez hésiter. Est-ce que celui qui a 100 000 de capital, il peut mettre 2 000 euros qui est 2% de son capital. Voilà. Donc là, je veux dire, il peut laisser courir la ligne. Donc ces algorithmes qui multiplient les opérations, une volatilité extrême, et maintenant qui peuvent attaquer des titres très liquides, voilà. Bien sûr, quand c'est à la hausse, c'est sympa, et quand c'est à la baisse, ça fait mal. Ben, vous allez être directement handicapé, et si vous avez un petit capital, et ben, si vous positionnez dessus trop tôt, vous allez devoir couper. Alors que voilà, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'après on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein. On a vu d'autres scandales. Hein. Donc c'était juste voilà, cette petite mise à jour pour connaître, surtout voilà, c'est pour les voilà, vous qui regardez cette vidéo, ça fait pas très longtemps que vous êtes sur les marchés financiers, ben voilà, pour vous expliquer un petit peu voilà, la complexité. Et à faire travailler dur, choisir vos titres et diversifier pour pouvoir faire des gains durablement. Alors, le CAC. Donc là, nous étions, donc j'ai bien exposé, donc c'est deux problèmes qui pourraient faire basculer les marchés, Evergrande et l'inflation. Bien sûr, eux, ils essaient de vous mettre dans le schéma que je vous ai montré au départ. Voilà, vous dites, mais non, c'est super, tout va bien aller, continuez à acheter le marché. C'est comme ça, moi, je pourrais distribuer tranquillement. Donc, nous étions sur un mode correctif très, très lent. Ça, je l'avais expliqué, qu'on pourrait basculer vers un crack très, très, très lent. Ça sur des mois et des mois. Regardez combien de temps a duré le crack techno. Donc, là, nous étions dans cette configuration environ depuis le 25 août, où une descente tout doucement, ça descend tout doucement. Mais j'avais bien expliqué que les 6350 étaient un support très important. Donc, tant qu'on est au-dessus des 6350 points, aucun problème. D'accord. Voilà. Mais là, comme le prétexte des bons résultats, donc tout est connu, bon, on ne pense pas à l'avenir, les bons résultats, là, des banques, hop, là, on a fortement monté. Le Dow Jones n'est pas très loin de son plus haut historique. Et là, en fait, on pourrait, c'est vrai, repartir à la hausse. Alors, là, cette correction que tout le monde attend, cette grosse correction, voire ce crack que tout le monde attend, eh bien, il a encore retardé avec ce qui s'est passé les jours derniers et les résultats des banques américaines, puisque là, maintenant, on est quand même reparti en hebdomadaire. Si l'on passe les 6820 points, on va à 6890. En fait, là où ça se joue, c'est 6820, 6890. Si l'on passe cette zone, eh bien on termine sur des plus hauts. Voilà. Paradoxalement. On est toujours dans ce marché qui est acheté, qui résiste aux mauvaises nouvelles. Mais voilà, c'est le marché. Rappelez-vous ce que disait Keynes. Le marché peut rester irrationnel beaucoup plus longtemps que vous pourrez rester solvable. Donc on est toujours comme ça. Et là, si on va sur 6800, on passe les 6820, 6890, ben voilà, on continue. Ce qui n'est pas certain. Mais vous comprenez que si on bute sur 6850, par exemple, on est sur un haut de canal. Donc là, avant qu'on redescende maintenant sur 6400, sauf si le risque systémique Evergrande, voilà, c'est quelque chose qui se passe, le virus, il y a un problème, qu'il y ait une forte chute comme il y a eu en mars 2020. Là, il faut y redescendre après aux 6400 points. Et le temps, il tourne, là, on est mi-octobre. Néanmoins, voilà, moi qui connais bien le crack 2000, le crack 2008, bon, c'est vrai que je n'étais pas trader à ce moment-là, mais j'étudiais bien les marchés, j'avais des connaissances techniques, puisque suite au crack technologique, voilà, je me suis mis à travailler. Je me dis, c'est vrai que j'annonçais 6000, 5800, et moi je pense qu'on va repartir sur un mode correctif, d'ici la fin de l'année. Voilà. Mais c'est ce que je pense.
hein. Je vais développer un petit peu après là. Il y a une chose très importante. On vous dit le crack, et ça, comme je vous l'ai dit l'autre fois, j'en reparlerai au mois de décembre. Mais il y a une chose très importante, c'est que le CAC, tant qu'on est supérieur aux 6150, ça je veux quand même vous le dire, on est dans une hausse impulsive. Il ne peut rien se passer. Tant qu'on est supérieur à 6150, on peut aller à 7000, 8000, 9000, 10 000, 6150. Donc le crack imminent. Et certains, voilà, fleurons de la bourse, des analystes fleurons, des gérants, des gérants. Ray Dalio, par exemple, Jérémy Grantham, enfin surtout Jérémy Grantham a annoncé un crack magistral à l'automne. Oui, mais là, ça paraît très compliqué. Hein, 6150 points. Alors, j'avais dit selon moi qu'on irait à 6350. Moi, je vois toujours les 6000. Les 6000. On peut avoir donc les 6150. Extension 6000, voire 5800 points. Moi, je pense toujours que voilà, là, c'est un bull trap. Hein. On va repartir à la baisse. Bien évidemment, il y a ce que l'on pense et les graphes. Donc moi, là, j'ai acheté des valeurs. J'en ai revendu une cette semaine. J'en ai encore 2 ou 3 que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps. Et voilà. Donc moi, je prends mes bénéfices. Là, je suis à un plus haut de liquidité à 63,5%, qui est au plus haut, je pense, depuis que je fais du trading. Que j'ai attaqué le trading tous les jours depuis le 1er novembre 2016. Donc là, pour moi, ce qui est important, c'est d'être liquide. Bien évidemment, c'est un marché acheteur. Donc il faut prendre des positions, mais voilà, vous faites entre 8 et 12 en swing, vous sortez quoi. Après, ces mêmes algorithmes rendent difficile la donne, puisque ça je l'explique dans le newsletter de juin, tout ne monte pas, il y a des valeurs, des belles valeurs massacrées. Donc ça rend encore plus difficile, vous voyez ce que je veux dire, c'est une bulle, mais il y a des valeurs qui souffrent, comme l'automobile, par exemple. Donc ça, c'est plus la bulle technologique facile et vous pourriez tirer au dé la valeur que vous allez acheter, vous allez gagner de l'argent 2 à 3 semaines après. Donc prudence, liquide. Voilà. De toute façon, le crack est inévitable. Donc sur mes sources encore, voilà, le crack, il viendra. Le timing, c'est toujours difficile. Donc allez, 6350. Après 6150, je pense que les 6350 vont lâcher. Et après la réaction sur les 6150, on verra. Possible extension algorithmique baissière jusqu'au 5800 maximum. Après, voilà. Si on passe les 6820, ça peut être très rapide là, vu comme là ils sont optimistes avec les résultats. Pourtant c'est que maintenant, c'est pas dans 6 mois. Si on passe les 6820, 6890, et puis si les 6890 passent, ben voilà, le plus haut n'est pas très loin. C'était 6913 de mémoire, donc après on continue et on va jusqu'au plus haut historique. De 2000. J'espère que vous avez apprécié cette newsletter du mois d'octobre. Mettez-moi un petit like, partagez cette vidéo, faites connaître justement cette analyse, si ça vous a plu, voilà. Donc n'oubliez pas de partager. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Comme ça, on vous dira, allez, hop, Stéphane, il a fait une autre vidéo. Vous pouvez y aller. Et laissez-moi un commentaire. Voilà, ça nous concerne tous, c'est une période difficile. Qu'est-ce que vous pensez, voilà, de cette situation et de cette newsletter? Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.